Je passe la parole à Monsieur le député Nicolas Clémence. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Si vous le permettez, je traiterai conjointement de l'ensemble des programmes de cette politique publique. Le budget 2021 comprend certes une augmentation contrainte des charges à hauteur de 3,5 millions pour les subventions de logement social, ceci dû en partie au fait de la pandémie sur les revenus des ménages. Mais cette augmentation, elle ne suffit pas pour répondre aux besoins de l'ensemble de la population. Il s'agit d'offrir du logement pour toutes et tous, les plus précaires mais aussi la classe moyenne, à des prix acceptables. Or, pour obtenir ces prix acceptables, tant pour les objets en vente que pour les objets locatifs par ailleurs, mais aussi pour garantir la concertation lors des projets urbains, pour permettre aux communes de s'équiper, il est indispensable que les déclassements se fassent en zone de développement et non pas en zone ordinaire. En ce sens, l'accord trouvé par notre Parlement sur l'article 4A de la Loi générale sur les zones de développement clarifie le cadre pour les professionnels et pour les collectivités publiques et permettra de répondre à l'ensemble des besoins. Le budget 2021, il fixe les montants dédiés à la construction de logements d'utilité publique à 35 millions à travers des acquisitions de parcelles et des dotations aux fondations. Or, on constate que l'usage du droit de préemption est actuellement quasiment inexistant par ce Parlement. Il est pourtant indispensable de redoubler d'efforts, notamment grâce aux maîtres d'ouvrage d'utilité publique, afin d'atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés en 2007 déjà avec la loi LUP, d'atteindre 20% du parc immobilier, du parc de logement en logement d'utilité publique. Or, nous en sommes très loin et le rythme actuel n'est absolument pas prometteur. Il est nécessaire de mener une politique active d'acquisition foncière et de renforcer les activités et les moyens de la FPLC. Si les pratiques du marché privé avaient permis d'atteindre ce taux et de garder des prix abordables, nous n'aurions plus besoin du fonds LUP, nous aurions moins besoin d'agir pour répondre à M. Pfeffer sur la question des coûts. Il sera important que notre Grand Conseil aussi, sur cette question des loyers notamment, se saisisse d'une réforme concernant le contrôle des loyers, telle qu'elle est proposée par Christian Andrès récemment dans les médias, pour éviter les dérives dont on a pu être informé par la presse dans les pratiques de certains propriétaires. Le Parti socialiste tient à relever que les ressources qui sont allouées au contrôle LDTR entraînent un déficit dans l'application de cette loi. Il est indispensable de renforcer les moyens du département pour procéder à ces contrôles. On salue enfin la volonté du Conseil d'État de renforcer la coordination entre l'urbanisation et les transports. Il est indispensable aussi de doter les nouveaux quartiers d'infrastructures de qualité, tant en maillage qu'en cadence. On pense en particulier aux grands projets de développement urbain, notamment les Sherpines. En ce sens, nous soutenons le développement de grands projets dans le respect du plan directeur cantonal 2030. Il s'agit donc de permettre la réalisation de quartiers durables, agréables et de qualité, qui respectent le territoire avec un maximum de pleine terre, la préservation du patrimoine bâti et naturel, tout en construisant des logements pour toutes et tous avec des bâtiments ayant une réelle et ambitieuse efficience énergétique, des quartiers accessibles en mobilité douce et en transport public, avec des jardins partagés, des toitures végétalisées, des quartiers où les habitants ont un environnement adéquat qui permettent de s'impliquer, d'aller à la rencontre de l'autre, et notamment en favorisant la concrétisation des projets de coopératives d'habitation. Et je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le député. Et je repasse la parole à Monsieur le député Pablo Cruchon. Merci, Monsieur le Président. Quelques éléments encore. Évidemment, je rejoins M. Clémence sur son constat et sur les pistes qu'il a évoquées. Le problème, il est, à notre avis, certes, on peut agir sur les conséquences de l'absence de politique réelle de l'aménagement du canton, c'est-à-dire subventionner des logements sociaux, essayer de construire plus de logements abordables via des fondations, etc. Le problème est que nous confions la construction des logements massivement dans ce canton à l'intérêt privé. Ces intérêts privés ne répondent pas aux besoins de la population. Ils construisent des biens qui sont rentables sur le marché immobilier et qui ont pour objectif de répondre à cette préoccupation. Et de ce point de vue-là, on a une distorsion du marché complète où 50% des biens produits dans les 10 dernières années sont des PPE, des appartements en propriété par étage ou des villas. Et ce ne sont pas les besoins de la population. Donc il y a deux espaces, deux niveaux sur lesquels agir. D'abord, nous devons
massivement changer la politique d'aménagement et de développement de notre canton pour éviter ce mal développement qui favorise les inégalités que j'évoquais avant, c'est-à-dire acquérir du foncier et que l'État construise lui en fonction des besoins de la population et donc avec des loyers calibrés pour les besoins de la population. Et deuxième chose, évidemment, il faut développer, comme le disait M. Clémence, l'ensemble des politiques qui permettent de colmater les problèmes, gérer, poser ça. Juste par rapport à M. Pfeffer. M. Pfeffer aborde toujours la question de l'aide aux personnes en faisant des comparaisons cantonales. Mais j'aimerais qu'il arrête avec ces comparaisons cantonales, avec ces chiffres relativement farfelus qu'il calcule lui-même sur des bases très peu scientifiques, puisque les comparaisons cantonales ne sont pas raison. Par exemple, le Conseil d'État de Chafouz est composé de 5 membres, ce qui veut quand même dire qu'à Genève, il y a 40% plus de conseillers d'État. Et je trouve que c'est particulièrement scandaleux quand on sait la rémunération des conseillers d'État, qu'on ait 40% de plus qu'à Chafouz. Ils sont plus efficients à Chafouz. Je vous demande donc, et d'ailleurs M. Maudel a bien compris, il a décidé de se retirer du Conseil d'État pour aller vers une efficience de l'État comme à Chafouz. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. En fait, c'était sur la politique gouvernance qu'il aurait fallu exprimer ces considérations. Je passe la parole à monsieur le député David Martin. Merci, monsieur le président. Mesdames les députées, messieurs les députés, chers collègues, les priorités annoncées dans le budget 2021 pour cette politique publique nous semblent bien répondre aux défis du moment. Premièrement, celui du maintien et du développement d'un parc de logements abordables dans notre canton, un canton où les prix du logement sont parmi les plus chers du monde, et ce dans un territoire extrêmement exigu. Et ce n'est pas le Covid qui améliorera cette situation. Deuxièmement, l'adaptation des outils de planification que sont le projet du Grand Genève, le plan directeur cantonal et les outils de plan localisé de quartier existants et futurs aux défis du changement climatique et de la transition écologique. Troisièmement, la nécessité d'accompagner la transformation urbaine de notre canton d'un saut qualitatif dans les domaines de l'architecture, de la qualité des espaces publics et du développement de quartiers écologiques. Mais, chers collègues, le rythme de l'aménagement du territoire n'est pas le même que celui de nos posts Facebook. Au début de cette législature, le logement sortait numéro 1 dans les sondages de la population genevoise. Non, c'est très étrange. J'ai simplement supprimé mon micro, mais pas l'autre. Vous permettez que je continue ? Demandez comme ça, oui. Merci, Monsieur le Président. Maintenant que tous les grands projets sortent de terre, la population s'inquiète de voir le paysage urbain de notre ville changer aussi vite, et c'est bien compréhensible. Mais il ne faut pas pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, il y a des projets ratés, construits notamment par des promoteurs peu souciés du cadre de vie de ses futurs habitants. Les Verts se réjouissent donc que le département du territoire annonce des modifications de la LCI et un renforcement des critères de qualité pour la délivrance d'autorisation de construire. On ne peut en effet pas juste autoriser les projets sur la base simple d'une conformité juridique à la loi. Mais il y a aussi des réussites, comme l'écoquartier des Vergers ou les nombreux projets pionniers construits par les coopératives d'habitation ou certains développeurs privés consciencieux. Et il y a aussi plusieurs projets que l'on critique avant même la fin du chantier, avec un regard pessimiste à l'avance. Mesdames, Messieurs les députés, la vision inscrite dans le plan directeur cantonal est juste et nous n'avons pas d'autre choix que de construire la ville en ville, que de construire proche des infrastructures de transport public pour permettre aux gens de renoncer à la voiture. Car c'est bien la dépendance à la voiture qui enlaidit nos villes, qu'elle roule, qu'elle soit parquée en surface ou en sous-sol, empêchant la plantation de végétation. Mais revenons à notre politique G. Il est vrai qu'il est devenu très difficile de déclasser 1 mètre carré dans notre canton. Le Conseil d'État doit maintenant rapidement regagner la confiance de la population. Pour ce faire, il faut renforcer le niveau d'exigence sur les projets, que ce soit au niveau de l'architecture, des matériaux écologiques et notamment un usage accru du bois, de la biodiversité en ville, de la qualité des logements ou encore des îlots de chaleur.
Il s'agit notamment de démontrer qu'un quartier de faible densité n'est pas garant de qualité et qu'un quartier dense n'est pas synonyme de mauvaise qualité. Les Verts espèrent donc que, fort du nouvel accord sur le logement adopté l'été passé par notre Grand Conseil, de l'accord trouvé également sur la densification en zone villa, que le Conseil d'État et nos partis gouvernementaux pourront faire évoluer rapidement cette politique G vers une meilleure prise en compte de l'écologie et des attentes de la population. Que cela permettra également de désamorcer l'émergence d'une nouvelle catégorie de Neinsager, n'ayant d'autres projets pour Genève que de tout figer dans le marbre et de trouver un positionnement électoraliste facile. Chers collègues, toutes les villes du monde grandissent et se transforment, et ce n'est pas en empêchant de planter un clou ou en fermant les frontières cantonales ou encore de se refermer sur notre précaré que nous permettrons à Genève de devenir un canton-ville plus agréable à vivre et mieux préparé au changement climatique. Oui, l'urgence climatique est là et bien là. Elle requiert des changements de cap rapides, mais pas de l'immobilisme. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Je donne la parole à Monsieur le député Stéphane Florey. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, j'aimerais que vous transmettiez à votre collègue qui vient de s'exprimer que pour avoir une politique cohérente avec ce qu'il veut défendre, il ferait déjà mieux de refuser tous les déclassements de zones agricoles, parce que s'inscrire pour la biodiversité et accuser les autres de blocage, il ferait mieux d'abord de balayer devant sa porte plutôt que de nous donner des leçons. Maintenant, sur la politique d'aménagement, moi je crois qu'il faut commencer par ouvrir les yeux. La politique qui est développée aujourd'hui ne correspond plus à la réalité de ce que veut la population. Les votes de dimanche dernier parlent encore une fois d'eux-mêmes. La population ne veut plus de déclassement de la zone agricole. Elle ne veut plus de déclassement de la zone villa. Mais ça ne veut pas dire qu'on va s'opposer à toutes les constructions. C'est complètement faux. Les potentiels de construction existent. J'ai entendu une remarque sur le fait qu'il faudrait que l'État acquiert des terrains. Mais il fait ça à longueur d'année. Allez voir dans la loi de bouclement du fonds LUP. Allez voir les centaines de mètres carrés de terrains qui sont provisionnés par la FPLC, alors que son but serait à minima de les mettre à disposition des fondations immobilières. Elle ne le fait pas. Non, au-delà de ça, elle continue à acquérir des terrains, elle continue à les garder pour elle, sans les mettre à disposition. Donc déjà là, on a un potentiel énorme en ce qui concerne les fondations immobilières de droit public. La deuxième chose, c'est que le potentiel des surélévations est de loin sous-exploité. On a un potentiel encore énorme à ce niveau-là. Tout comme le potentiel de la transformation des immeubles commerciaux en logements. Quand vous aurez usé tous ces potentiels, on pourra en discuter d'ici, on ne sera peut-être plus là pour en parler, mais d'ici 30 ans, on pourra encore en parler. Il y a une réserve énorme à ce niveau-là. Donc, et c'est pour ça que, l'UDC soutient des référendums contre les déclassements de la zone agricole, parce qu'il faut être conséquent. Vous ne pouvez pas non plus demander à la population de consommer local, d'aller dans les marchés les week-ends, et puis dire non, mais il faut déclasser la zone agricole. C'est juste un non-sens. Et c'est même se moquer du monde. C'est pour ça que le groupe UDC invite le Conseil d'État, à accélérer ce qu'il a déjà plus ou moins initié via la commission consultative de l'aménagement, qu'il a enfin daigné réactiver après plusieurs années de somnolence, parce qu'il faut quand même savoir que cette commission
qui est un peu bateau, se réunit que très rarement. Et là, j'ai appris dernièrement qu'il s'était réuni, puisque M. Gers veut enfin initier la révision du plan directeur cantonal. Mais il ferait mieux à ce moment, déjà là, d'accélérer le mouvement et d'initier une réelle réflexion au niveau de notre Grand Conseil, tout comme d'abord on l'a déjà demandé suite aux votes successifs de refus de la population. Au lendemain des votes du mois de novembre et de février, nous avons déposé une motion pour justement demander un traitement en urgence de la révision du plan directeur cantonal. Et c'est là-dessus un point essentiel si vous voulez avancer dans ce canton, c'est commencer par le début, à savoir ce plan directeur cantonal. Et c'est pour toutes ces raisons que le groupe UDC refusera cette politique publique. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Je passe la parole à monsieur le député Daniel Sormani. Oui, merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, le MCG votera cette politique publique. Nous pensons effectivement qu'il est, suite à l'accord sur le logement, sur le 4A LGZD, nous avons de l'espoir qu'enfin on va pouvoir construire les logements qui sont nécessaires à nos résidents, pour éviter que nos résidents s'en aillent dans le canton de Vaud ou en France, et de conserver aussi par conséquent de la matière fiscale à Genève. La matière fiscale en construisant beaucoup plus que ce qui s'est fait jusqu'à maintenant de ZDLOC. Donc du libre contrôlé, pour permettre justement à cette classe moyenne supérieure, de rester à Genève et de payer des impôts dans le canton de Genève. Et je crois que c'est une bonne politique. Oui, bien sûr, il faut faire des logements de qualité. Oui, il faut renforcer ces pôles. Oui, nous plaiderons aussi pour que les coopératives soient plus actives, et qu'il faut aider les coopératives à construire des logements qui correspondent largement à la classe moyenne, avec des loyers qui restent stables dans la durée. Et c'est ça la bonne politique qu'il faut faire à Genève, comme à Zurich, où il y a 25% de coopératives sur le territoire à Zurich. Et à Genève, on en est à 4-5%. On est donc loin, loin, loin du compte. J'aimerais dire aussi que les surélévations, souvent, c'est une fausse bonne idée. Alors faisons-les, celles qu'on peut faire, mais ce n'est pas avec ça qu'on va régler la problématique du manque de logements à Genève pour nos résidents, parce que souvent, d'ailleurs, ces logements sont chers à construire. Par conséquent, on a des loyers libres astronomiques dans ces surélévations et ça ne répond pas aux besoins véritables de la population. Un mot aussi en ce qui concerne la politique de la FPLC. J'entends tout à l'heure que la FPLC thésaurise des terrains, mais c'est tout ce qu'il y a de plus faux. La FPLC, d'ailleurs, elle a très peu acheté de terrain l'an dernier, si on regarde ces chiffres. Et puis, ces terrains, ensuite, il faut pouvoir les valoriser. Or, malheureusement, à Genève, pour arriver à construire des projets, et mettre en route des plans localisés de quartier, puis qu'ensuite on puisse construire, il nous faut 10, 12, 15 ans. Malheureusement, c'est trop long. Et souvent, il y a des terrains qui sont là, mais on ne peut pas les mettre à disposition parce que c'est disparate et on n'a pas pu encore concevoir, mettre les forces ensemble pour réaliser ces plans localisés de quartier. Elle ne thésaurise pas, bien au contraire, elle essaye le plus rapidement possible de les mettre à disposition des fondations immobilières, des fondations communales et des coopératives. C'est son rôle et elle le fait bien. Donc voilà ce que le MCG pense par rapport à cette politique du logement. Il faut l'accélérer, il faut faire en sorte maintenant de construire le logement dont ont besoin nos résidents pour qu'ils restent sur le canton de Genève. Et c'est une nécessité, je vous rappelle qu'il y a 7000 demandeurs de logement inscrits dans les différents offices qui recensent les demandeurs de logement. Donc un effort doit être fait. Bien sûr qu'il ne faut pas déclasser de nouvelles zones agricoles, nous y sommes opposés aussi, mais on doit construire la ville en ville, comme cela a été dit tout à l'heure, et je pense que proche des infrastructures, qui évitent que les gens prennent leur voiture pour aller acheter le pain, ou aller au tabac, ou faire leurs courses. Et je crois que c'est ça la bonne politique qu'il faut faire, et que nous demandons au département d'accélérer dans cette direction.
Donc le MCG, je le redis, votera cette politique publique. Merci. Merci, monsieur le député. Je donne la parole à madame la députée Nicole Valliquer-Grecuccio. Merci, Monsieur le Président. Juste une précision du groupe socialiste qui a pris note que l'UDC s'oppose à tout déclassement. Cela veut dire s'opposer au déclassement, notamment en zone de développement, qui permettent de construire pour l'ensemble de la population et répondre aux besoins prépondérants en matière de logement. C'est aussi, comme il le fait à Bernay, s'opposer à la construction d'une école, un cycle d'orientation qui répond aux besoins des élèves. C'est s'opposer à la construction d'un centre de formation pour les professionnels de la santé et du social. C'est ça que ça veut dire, s'opposer au déclassement. Et cette politique-là, le Parti socialiste n'entend pas la suivre. Merci, madame la députée. Monsieur le député Patrick Dimier, à vous la parole. Merci, monsieur le président. Comme toujours, il y a du bon et du mauvais dans tous les coins et dans toutes les approches. Pour ce qui me concerne, je dois avouer que dans la position de l'UDC, un thème me paraît absolument juste et fondé. Nous avons des centaines de milliers de mètres carrés de bureaux qui sont vides, que ces mètres carrés sont pour certains une aubaine parce que ça leur permet de planquer de l'argent chez nous, je tiens quand même à le rappeler, et les victimes de tout ça sont les Genevois et les résidents chez nous qui ne trouvent pas de logement. Ça favorise donc une poussée énorme sur les loyers, alors qu'on pourrait facilement détendre cette situation en autorisant la transformation en logement de ces locaux. Maintenant, et c'est là qu'on voit arriver les précarés des uns et des autres, qui mettent certains à réfléchir comme des moutons, il y a une espèce d'obsession de certains camps politiques de ce Parlement à vouloir s'opposer à ça. Pourquoi? C'est incompréhensible. On doit prioritairement permettre à des gens d'habiter sur notre sol, on doit leur permettre d'habiter rapidement sur ce territoire, et si nous avons des réserves énormes de mètres carrés à disposition, c'est tout simplement irresponsable de ne pas les mettre à disposition de nos concitoyens. Donc cette politique n'est pas juste, elle est bornée et nous devons la combattre. Maintenant, les déclassements. Alors évidemment, c'est assez facile de prêcher l'agriculture, de défendre l'agriculture, la nature, etc. Et que lorsqu'on veut, pour servir sa propre politique, s'attaquer à des terrains qui sont particulièrement utiles à l'agriculture, alors on dit que c'est une politique déraisonnable. C'est l'inverse qui n'est pas raisonnable. On doit impérativement, lorsque c'est possible, pouvoir déclasser des zones qui sont pas utilisables en tant que telles par l'agriculture, mais que lorsque des territoires sont utilisables pour l'agriculture, on ne doit pas y toucher. C'est une simple logique de politique. Ce n'est pas du dogmatisme, c'est juste de la logique. Et pour finir, je dirais que on peut bien sûr surdensifier la zone villa. Mais sur un territoire, il faut qu'il y ait de l'offre pour toutes les catégories de gens. Tous les habitants n'ont pas envie d'habiter dans un collectif, tout le monde n'a pas envie d'habiter dans une coopérative, tout le monde n'a pas envie, etc., etc. Il y en a certains qui en ont les moyens et qui le peuvent et qui souhaitent habiter une maison qui leur est propre. De vouloir attaquer cette partie de l'habitat est de nouveau pas responsable. Soit on est dans une société collectiviste et on veut que tout le monde habite de manière collective, soit on vit dans une société libérale et chacun doit pouvoir choisir là où il souhaite habiter. Maintenant, j'aimerais inviter notre collègue Saint-Martin de bien vouloir trancher son manteau et d'offrir la moitié de ce qu'il a. Merci. Merci, monsieur le député. Eh bien, justement, c'est à monsieur le député Saint-Martin la parole. Merci, Monsieur le Président. En réalité, j'avais appuyé, suite à l'intervention
de M. Floret à propos de certaines contre-vérités qui ont entre-temps été rétablies par M. Sormani, notamment en ce qui concerne la FPLC. La FPLC qui, dans son rapport d'activité 2019, nous informait qu'elle avait remis 6 droits de superficie à des fondations et des coopératives pour un total de 14 257 mètres carrés de surface de parcelle. Donc c'est étonnant de parler de thésaurisation dans ce cas de figure. Et puis toujours par rapport à l'intervention de M. Floret, je me réjouis qu'il nous invite à la cohérence. Et je serais très content si l'UDC se contentait de s'opposer au déclassement en zone agricole. Effectivement, les Verts, fondamentalement, sont opposés, sauf rares exceptions, au déclassement à la zone agricole, comme dans le cas du stand que l'UDC a soutenu. Je me réjouirais que l'UDC s'oppose uniquement au déclassement aux zones agricoles et soutienne les déclassements en ville. Nous sommes en train de discuter d'un déclassement dans le secteur du Petit-Saconnet, sur lequel je me réjouirais que l'UDC puisse soutenir. Enfin, par rapport aux propos de M. Dimier, j'aimerais corriger une vue erronée des coopératives qu'il nomme collectifs ou sociétés collectivistes, comme si les coopératives étaient des endroits de 68 arts où tout le monde habitait dans une seule colocation. C'est complètement faux. Les coopératives sont des modèles anciens, très diversifiés. De nombreuses coopératives existent depuis le début du siècle passé, construites par des syndicats, notamment de la Confédération, dans lesquels des gens habitent dans des appartements complètement normaux, et ça correspond à un large spectre de population. Donc j'aimerais que ça soit entendu, que les coopératives correspondent à un large spectre de population. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Je passe la parole à monsieur le député Pablo Cruchon. Merci, Monsieur le Président. Bon, le débat est particulièrement surréaliste aujourd'hui. Il va falloir répondre à beaucoup de monde, allant de l'UDC au MCG en passant par les Verts. Donc on va s'y atteler rapidement. D'abord sur même nous. La question, oui, même vous, surtout vous d'ailleurs, mais on verra. Pourquoi la question de la zone villa? Bon, d'abord l'UDC fait un raccourci à la limite de l'honnêteté intellectuelle, puisqu'ils disent on s'opposera à tous les déclassements en zone agricole, etc. Jusque-là, tout va bien. Et juste après, est en zone villa, ce qui n'est pas du tout la même problématique et qui ne peut pas être traité de la même manière. Et j'y reviendrai là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il faut construire en zone villa? N'en déplaise à M. Dimier, qui dit que c'est simplement une envie. Évidemment, beaucoup de gens ont envie d'habiter un studio au centre-ville, sur une artère bruyante, alors qu'on pourrait habiter une maison cossue à Colonie. Évidemment, ce n'est qu'une question d'envie. Et je me demande pourquoi tous ces gens s'entassent au centre-ville. C'est quand même assez étrange. La plaisanterie mise à part, pourquoi faut-il construire en zone villa? Parce que la zone villa occupe 50% du territoire bâti et n'accueille que 10% de la population résidant dans le canton. Il y a un déséquilibre massif de la gestion du territoire. La question n'est pas de dire on doit sacrifier les gens qui habitent dans la zone villa, pas du tout. La question est de dire nous avons un territoire exigu et ce territoire-là doit être occupé de manière beaucoup plus égale qu'actuellement, où l'effort de densification est toujours sur les épaules des mêmes personnes et les gens qui habitent à la périphérie dans les zones villas ne sont pas mis à contribution. Finalement, aussi, la zone villa ne permet pas l'intervention de l'État sur toutes les questions environnementales, je l'ai déjà dit, et je le répète. Par rapport à M. Martin, qui dit que globalement nous avons un bon développement dans notre canton, quelques brebis galeuses privées jettent le discrédit sur un ensemble enthousiasmant. Bon, ok, on peut plaider qu'il y ait quelques brebis galeuses, dont l'État de Genève qui gère des projets comme le Pré du Stand ou d'autres projets complètement, pardon du terme, à côté de la plaque. Alors qu'on a des besoins en construction de logements, alors qu'on a une misère sociale qui augmente, alors qu'on a des milliers de mètres carrés vides de bureaux, l'État de Genève soutient des projets
qui ont plein d'autres problèmes, mais surtout qui font la part belle à des surfaces commerciales inutilisées et inutilisables. Et donc, tout ça est une aberration complète du point de vue de la gestion du territoire, de la gestion de l'aménagement. Et je vous demande vraiment de réfléchir 2 secondes à ce que l'État de Genève a mené comme projet. Il y a d'autres projets qui étaient problématiques, je n'y reviendrai pas, mais les adrets Pont Rouge ou d'autres. Enfin, sur la FPLC, c'est très juste la réponse de M. Sormani qui disait la FPLC ne thésaurise pas les terrains, mais elle est coincée parce que c'est très difficile d'avoir les terrains en suffisance pour construire des PLQ. Mais ça aussi, il s'agit d'une volonté politique. Il existe des moyens d'accélérer largement les processus, comme les droits de préemption, comme les achats, acquisitions par d'autres acteurs. Et l'État doit être beaucoup plus offensif sur la question de l'acquisition du foncier, doit être un acteur qui acquiert le foncier, qui remet une gestion démocratique du territoire en place. Et de ce point de vue-là, la politique du Conseil d'État, et notamment l'utilisation du droit de préemption, est très largement insuffisante par rapport aux besoins nécessaires pour débloquer les projets de la FPLC, pour débloquer les projets des coopératives. Juste sur les coopératives et la réponse de M. Martin sur le modèle, je suis d'accord avec lui. Malheureusement, ce n'est pas des projets 68 arts collectivistes. Évidemment, il y a toutes sortes de coopératives, certaines qui sont peu fréquentables d'ailleurs, d'autres très bien. Mais quand même, il y a un point qui est important, c'est que les coopératives fournissent des logements à des loyers bien meilleur marché que le marché normal. Donc il y a un intérêt évidemment à soutenir les coopératives, à soutenir les vraies coopératives, pas les cache-sexe de sociétés immobilières. Mais je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole va maintenant à Monsieur le député Sébastien Desfailles. Merci, Monsieur le Président. Le PDC soutiendra cette politique publique et tient d'abord à se féliciter des 2 accords qui sont intervenus cet été. D'abord, l'accord sur le logement en zone de développement qui assure enfin une mixité sociale et aussi des logements pour la classe moyenne. Ces 10 dernières années, on a construit seulement 7% de logements en zone de développement réservés aux ZDLOC, c'est-à-dire les logements contrôlés pour la classe moyenne. Ce n'était pas assez et cet accord permettra enfin de répondre aux besoins certains de la classe moyenne. La grande oubliée, le 2e accord qui est intervenu et qui va dans la bonne direction, c'est l'accord sur la densification en zone villa qui est essentielle à Genève, et je réponds en ce sens à M. Pablo Cruchon, qui est essentielle pour la biodiversité, mais également pour les rentrées fiscales. Alors cet accord vise à renforcer les pouvoirs des communes, ce qui est très bien, et mettre fin à un certain désordre, à un certain mitage du territoire sur cette zone importante pour Genève. Voilà donc pour le positif, mais néanmoins le PDC doit faire part de certaines inquiétudes et en premier lieu une inquiétude majeure concernant le plus grand projet de développement de Genève sans doute de ce siècle, c'est-à-dire le PAV. Et le PAV qui fait fi d'un principe fondamental et qui a été reconnu lors de l'accord sur le logement, c'est la nécessité d'avoir de la mixité sociale. C'est la mixité sociale qui structure la paix sociale à Genève. Il est essentiel de la favoriser et il est ahurissant que ce projet ne en fasse totalement fi. Et puis aussi que ce projet fasse fi d'un autre principe, c'est celui de la propriété. Je rappellerai que 0% est consacré sur le PAV au logement en pleine propriété. Alors véritablement, et vous pourrez compter sur le PDC, celui-ci sera extrêmement attentif au développement de ce périmètre, comme il sera attentif à la protection de la classe moyenne pour la construction de logements, notamment en ZDLOC, comme il sera attentif à la préservation des terres agricoles, de la construction avec de la qualité et respectant la biodiversité à Genève, et enfin que l'État ne se livre pas à une collectivisation du sol. Ce n'est très certainement pas son but. Merci. Merci, Monsieur le député. Alors, il n'y a plus de temps de parole pour le FCG. Je suis désolé, Monsieur Berchi, Monsieur Dimier. Vous avez consommé donc votre temps de parole. La parole est à Monsieur le député Stéphane Fleuret.
Oui, merci Monsieur le Président. J'aimerais brièvement revenir sur la politique des coopératives qu'elles appliquent actuellement. Moi, je suis assez scandalisé quand je vois que certaines coopératives, en fait, appliquent une politique totalement discriminatoire. Alors que certains ici le clament haut et fort, il faut du logement pour tous, ils défendent bec et ongle le droit au logement, ce qu'on peut aisément comprendre. Par contre, là où c'est parfaitement scandaleux, c'est que des coopératives, et elles l'affichent même sur leur projet de construction, coopératives de logement réservées aux femmes avec enfants. Donc, vous êtes un homme, vous êtes discriminé. Coopérative exclusive aux familles n'ayant pas de véhicule. Vous devez avoir un véhicule pour aller travailler, on vous exclut parce que vous êtes un simple travailleur avec une voiture. Non mais c'est juste aberrant et elles sortent complètement de leur rôle d'offrir finalement ce qu'elles devraient sans condition du logement à la population parce que c'est leur rôle. Et là-dessus, non. Non seulement elles construisent, oui, mais de façon totalement discriminatoire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Je passe la parole à Monsieur le député Alberto Velasco. Oui. Merci, Monsieur le Président. J'ai entendu Monsieur Desfailles tout à l'heure parler du PAV et du combat que le PDC tend à mener dans ce périmètre. Et puis, il a parlé justement des classes moyennes, il a parlé des classes favorisées, de satisfaire la propriété. Mais il n'a pas parlé des logements sociaux qui, en principe, c'est pour ces personnes, vous savez, qui travaillent à longueur de journée, mais qui n'ont pas assez de moyens pour se payer des logements, disons, de standing, ou s'acheter le logement. Vous voyez, eh bien, le PAV aussi d'accueillir ces personnes-là, monsieur. Et je pense que le PDC, qui est à l'origine un parti, disons, chrétien social, aurait dû avoir une sensibilité là-dessus, quoi. Vous devez quand même comprendre que, parfois, il y a quand même des gens qui doivent pouvoir se loger, même s'ils n'ont pas les moyens de payer des appartements à 3 000 ou 2 500 francs, ou mettre en place, ou avoir des revenus tels de 200, 400 000 francs pour payer, disons, un pas de porte, je sais pas, pour rentrer s'acheter un appartement. Mesdames et messieurs, je crois qu'il est important aussi que la politique sociale du logement doit satisfaire le fait qu'aujourd'hui, environ 10 000 personnes n'arrivent pas à trouver à se loger convenablement, parce qu'ils logent dans certaines situations désastreuses, convenablement dans ce canton. Et je vous demande, s'il vous plaît, c'est qu'il faut bien satisfaire les nécessités de la classe moyenne, c'est vrai, peut-être... que quelqu'un puisse acheter des immeubles, des appartements, mais fondamentalement, d'abord, que tout le monde, toutes les familles puissent être logées dignement dans ce canton. Merci. Merci, Monsieur le député David Martin. Vous avez la parole à nouveau. Merci, Monsieur le Président. Oui, brièvement, juste pour répondre aux propos de Monsieur Floret, une fois de plus, à propos des coopératives d'habitation. J'aimerais dire ici que les coopératives d'habitation genevoises sont, pour l'extrême majorité d'entre elles, membres du groupement genevois des coopératives, qui a une charte éthique que toutes ces coopératives ont signée. Et le principe d'attribution des logements sans aucune discrimination est inscrit dans les buts de cette charte éthique. Très concrètement, toutes les coopératives que je connais, et j'en connais une bonne ribambelle, si j'ose dire, mettent en place des principes très clairs, très transparents et auxquels elles se tiennent en termes d'attribution, notamment à partir du critère d'ancienneté. Donc je pense que c'est particulièrement faux, et c'est évidemment une critique facile de dire que les coopératives sont une histoire de petits copains qui font de la discrimination. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Ces échanges me font vous rappeler que nous sommes quand même sur la discussion du budget. Et certes, c'est très intéressant, toutes ces considérations, mais j'aimerais que nous revenions au budget. La parole est à Monsieur le député Sébastien Desfailles. Oui, merci Monsieur le Président. Très brièvement, parce que je souhaite simplement répondre à l'excellent député Velasco, qui a tout à fait raison. Il doit y avoir une place pour tout le monde dans ce canton. Personne ne doit être oublié.
Et c'est la raison pour laquelle nous sommes parvenus à un accord cet été visant à la répartition du logement en zone de développement pour chaque catégorie sociale de la population, 33%, 33% et 33%. Le problème par rapport au PAV, c'est qu'il ne tient absolument pas compte de cet accord, que la classe moyenne ne peut pas s'y loger parce qu'il n'y a pas de ZDLOC réservé dans le PAV et il n'y a aucune accession en pleine propriété à son logement, alors même que c'est la seule option possible pour la classe moyenne, l'acquisition d'un logement en zone de développement, parce que la classe moyenne n'a pas les moyens d'en acquérir en zone ordinaire. Merci. Merci, monsieur le député. Et je redonne la parole à monsieur le député Alberto Velasco sur le budget. Oui, merci, monsieur le président. Vous savez, permettez-moi d'adresser à monsieur Desfailles, monsieur le président, de dire que il y a quand même eu un accord aussi, disons, des syndicats et des milieux immobiliers aussi pour le PAV avec les autres, disons, entités. C'est pas que, disons, on puisse pas acquérir en propriété dans le PAV, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un droit de superficie. Et le droit de superficie, vous savez, il est pratiqué dans beaucoup de pays. En Angleterre, par exemple, vous savez que le terrain appartient à l'État et les gens qui possèdent une petite villa ou même un appartement, c'est toujours, disons, avec un droit de superficie. Quel mal y a-t-il, disons, à acquérir, disons, l'immeuble ou l'appartement en droit de superficie? Vous avez pendant 100 ans, alors que vous savez très bien que, disons, la durée de vie de ces objets, c'est 40, 50 ans, quoi. Parfois 60. Enfin, si vous avez un droit de superficie de 100 ans, imaginez, trois générations pourront bénéficier de cela. Le capital que vous avez investi est largement amorti. Et je crois que la différence, elle nous sépare là, vous voyez, c'est que nous, on est pour qu'effectivement, on construise en droit de superficie et puis que les ventes se fassent dans ce cadre-là. Ça, c'est le maximum qu'on peut y aller. Mais effectivement, c'est quand même des terrains, disons, de la collectivité la plupart. C'est en droit les déclassements se font par la puissance publique. Il est logique quand même qu'on mette, disons, une certaine barrière. Merci. Merci, monsieur le député. G02, aménagement du territoire et conformité des constructions et des chantiers. G03, information du territoire et garantie des droits réels. G04, protection du patrimoine bâti et des sites. Et je passe la parole finalement à monsieur le conseiller d'État Thierry Apotello. Merci, monsieur le président, mesdames les députées, messieurs les députés. Vous l'avez entendu comme moi, la discussion sur cette politique publique G a largement dépassé les strictes lignes budgétaires et je m'en réjouis. Je m'en réjouis parce que c'est l'occasion, effectivement, pour les uns et pour les autres, de déclarer ce que vous avez envie que la politique puisse mener en termes d'aménagement du territoire et du logement. Alors, peu de liens avec les strictes lignes budgétaires, mais un débat intéressant, ce dont je vous remercie. Et je vous rassure d'emblée, pour faire notamment plaisir au président, je ne vais pas répondre à l'ensemble des éléments et des arguments qui ont été avancés, mais peut-être faire deux synthèses. Première synthèse sur le rythme. Et vous avez raison de penser que d'un côté, on va trop lentement et d'un autre, trop vite. Oui, les règles d'aménagement du territoire sont des règles qui sont structurantes et partant particulièrement lentes. Elles concernent pas seulement la question du logement, mais aussi de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Le sens de ce terme est bon. Ce d'autant que, vous le savez peut-être, la Confédération souhaite de plus en plus grignoter un peu de pouvoir au canton s'agissant de l'aménagement du territoire. La loi fédérale sur l'aménagement du territoire consacre évidemment de plus en plus de ce pouvoir et nous y sommes attentifs, tant il est vrai que nous avons besoin de maîtriser notre territoire pour pouvoir conduire les politiques publiques nécessaires. Deuxième élément sur le plan cantonal. L'aménagement du territoire fait partie d'une politique ambitieuse que nous voulons mener avec la révision d'un plan directeur cantonal qui, là aussi, doit faire l'objet, comme ça a été le cas sur bien d'autres sujets, je pense notamment à l'accord sur le logement, doit faire l'objet d'une politique concertée. Nous avons besoin que sur ce territoire-là, avec une politique de l'aménagement du territoire concertée, nous soyons en capacité de faire entendre les besoins des uns et des autres, en particulier celles de la population.
Construire la ville en ville. Voilà une affirmation que j'ai entendue tout au début de votre débat de la part d'Ensemble à gauche qui contestait le fait que nous puissions renforcer cet adage. Oui, je pense que nous avons besoin de construire la ville en ville, notamment pour permettre de rééquilibrer la mixité sociale dans notre canton, de faire en sorte que nous puissions également préserver les zones naturelles. Et ce n'est que fort de la pression que nous subissons pour la construction de logements que nous pourrons nous concentrer sur ces éléments de la construction de la ville en ville. Et pourtant, nous sommes particulièrement soucieux pour l'État de construire des logements abordables. Je pense notamment dans le quartier de Praille, Acacia, Vernet, avec des nouveaux logements particulièrement abordables et pourtant contestés par l'Ensemble à gauche. Souligner encore en matière de compétences, mesdames et messieurs les députés, à quel point l'accord que vous avez conclu avec le Conseil d'État est important pour nous permettre de continuer à avancer sereinement dans ce sujet. Je voudrais encore une fois les remercier. Contrôler les loyers, là encore un élément ambitieux que vous avez pu formuler ici et là, mais je dois vous le rappeler, le canton n'est malheureusement pas compétent pour agir en la matière. Il s'agit d'une base légale fédérale dans laquelle il n'y a strictement aucune marge de manœuvre possible. Enfin, construire des logements dans des locaux commerciaux, voilà que le MCG en appelle de ses vœux. Et pourtant, c'est ce même parti qui a décidé de lancer toute une série d'initiatives permettant la construction ou la réalisation de cela. Cela évidemment est possible totalement aujourd'hui, toutefois, c'est le privé qui n'en fait pas la démarche. On pourrait débattre encore longtemps sur les raisons de celle-ci. On a quelques hypothèses que vous conviendrez avec moi. Il conviendra réalistement de pouvoir le faire une fois pour pouvoir, je dirais, à un moment donné quand même, imaginer que nous puissions passer à autre chose. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Conseiller d'État. Nous passons au vote de la politique publique G, aménagement et logement. Celles et ceux qui l'acceptent votent oui, les autres votent non. Les abstentions sont possibles. Le vote est lancé. Vous avez accepté cette politique publique G par 71 voix pour, 4 abstentions et 15 voix contre.